Quand un joueur adhère à un jeu vidéo, c'est généralement parce qu'il le trouve captivant. Pour le garder captif jusqu'au bout, le concepteur du jeu doit lui offrir une expérience renouvelée et de plus en plus stimulante. C'est ce qu'on appelle la progression de la difficulté. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser au design de ces trajectoires conçues pour les joueurs. Nous nous intéresserons à l'influence de la théorie du flow sur la conception des parcours de jeu et à leurs points communs avec les parcours d'apprentissage. La théorie du flow vient de la psychologie positive et décrit l'expérience d'implication optimale vécue par un individu, autant sur son temps de travail que pendant ses loisirs. Il suffit de visualiser quelqu'un captivé par son jeu vidéo des heures durant, la manette à la main et l'œil rivé sur l'écran pour comprendre de quoi il s'agit. Inutile d'être joueur pour avoir connu cet état. Nous l'expérimentons chaque fois que nous perdons la notion du temps ou que nous n'entendons pas la personne qui nous parle, pourtant debout à nos côtés. Parce que cet état de concentration est synonyme d'implication et d'efficacité, elle intéresse beaucoup de monde. Le flow apparaît à l'équilibre entre les capacités d'un individu et le challenge qu'il affronte. Si le challenge devient trop important par rapport à ses capacités, alors il risque l'angoisse. Si ses capacités excèdent la difficulté du challenge, alors il risque l'ennui. Dans ces deux cas, l'individu sort du flow ou ne parvient pas à y entrer. Dans le cadre d'un jeu vidéo, quand les capacités d'un joueur augmentent, il est important que les challenges qu'il rencontre augmentent à égale proportion, sous peine qu'il sorte du flow. C'est le travail du concepteur du jeu de s'assurer que les capacités du joueur suivent la même courbe de progression que la difficulté des épreuves qu'il doit affronter. Une façon de gérer l'augmentation de la difficulté consiste à disposer des obstacles de plus en plus ardus sur le chemin du joueur. S'il ne parvient pas à franchir le premier obstacle, c'est qu'il doit s'y confronter encore et encore jusqu'à acquérir les compétences nécessaires. L'échec devient un mode d'apprentissage. Tous les joueurs sont différents et quand certains trouvent un obstacle trop facile, d'autres vont penser le contraire et risquent de quitter le jeu par ennui. La plupart du temps, cet écueil est réglé avec des tests utilisateurs et la possibilité pour le joueur de choisir son mode de difficulté. Le reste du temps, il faut se montrer créatif. Dans le jeu Flow, par exemple, ce n'est pas le game designer qui contrôle la difficulté des obstacles. Le joueur plonge de son plein gré dans les abysses et vers les monstres qui les peuplent. S'il a présumé de ses capacités, il peut remonter à tout moment, reprendre des forces, s'entraîner jusqu'à tenter sa chance à nouveau. Parce qu'il se maintient lui-même dans le flow, à l'exact niveau de difficulté correspondant à ses capacités, on parle d'autonomie du joueur. Cette liberté de décision peut sembler anecdotique, mais des études montrent qu'elle a un impact réel sur l'implication de l'utilisateur dans le jeu vidéo comme dans l'éducation. La progression du joueur repose également sur la diversité des capacités à maîtriser, qu'il est courant de représenter sous forme d'un arbre de compétences. Parce que le joueur a accumulé de l'expérience dans les niveaux précédents, il va pouvoir améliorer une capacité ou en débloquer une nouvelle. Dans Ori and the Blind Forest, un jeu d'aventure et de plateforme, le joueur peut améliorer au choix ses attaques, ses outils ou son énergie. Ces différentes branches lui permettent de choisir entre une stratégie offensive, prudente ou efficace. Dans Minecraft, l'arbre de compétences permet aux joueurs de se repérer à la façon d'une carte. Certaines expérimentations portent sur l'usage d'un arbre de compétences pour rendre les élèves plus conscients de leur progression. Pour cela, les enseignants s'appuient sur la valorisation des compétences acquises par le gain de points d'expérience. Ils utilisent également des cartographies d'apprentissage qu'ils remettent aux élèves. Dans ce domaine, les applications comme Duolingo sont très intéressantes. L'utilisateur aborde les briques de savoir une par une en suivant une progression prédéfinie. L'intérêt pour l'apprenant est de pouvoir progresser à son rythme et en autonomie. Mais une limite perdure. Il n'est pas au contrôle de sa progression. Mettre sur pied une progression de la difficulté dans un jeu vidéo, c'est se poser beaucoup de questions sur le joueur et ses capacités. Que sait-il faire au début du jeu? Où veut-on l'amener? Combien d'étapes entre les deux? Lui laisse-t-on le choix entre plusieurs chemins? Dans l'éducation, les arbres de compétences et la gestion de la difficulté offrent des pistes de réflexion intéressantes pour l'impliquer dans sa progression. Mais c'est quand on se questionne sur les moyens d'augmenter l'autonomie que le futur de l'éducation s'écrit.